Une notion dont on va avoir besoin à répétition dans l'induction électromagnétique, c'est la notion de flux magnétique. Ça va faire la même chose que ce qu'on s'était jasé avec le flux électrique. C'est le nombre de lignes de champ qui traversent une surface donnée. La seule différence, le flux électrique, c'est le nombre de lignes de champ du champ électrique. Le flux magnétique, ça va être le nombre de lignes de champ du champ magnétique. Seule différence. Et qu'on va s'imaginer une espèce de surface. Souvent, on va avoir des surfaces circulaires quand on va parler de boucle, mais pour l'instant, c'est pour une surface quelconque, avec son vecteur R, le vecteur grand A, perpendiculaire à la surface. Puis, supposons que cette surface-là baigne dans un certain champ magnétique. Ici, je vais regarder en vert avec des lignes de champ. Certaines traversent la surface, certaines à côté que je n'ai pas dessinées. Non. Il y en a d'autres à côté. De même. Le flux magnétique va nous parler du nombre de lignes de champ qui traversent la surface. Et cette émission mathématique va ressembler beaucoup à celle du champ du flux électrique. Fait le flux, on va encore le représenter par un phi majuscule. On va juste mettre un indice B cette fois-ci pour dire qu'on se parle du flux magnétique et non pas du flux électrique. C'est donné par le produit scalaire entre les deux. Fait ici, je vais supposer que j'ai un champ uniforme, donc que je n'ai pas besoin d'intégrer le flux sur chaque petite partie pour trouver le flux total. J'ai une surface plane dans un champ uniforme. C'est le produit scalaire entre les deux. Et, de par la définition du produit scalaire, ça revient au produit des normes fois le cosinus de l'angle entre les deux. Encore une fois, puisque le champ est uniforme et que l'air n'est pas courbe, mais qu'il est plane, l'angle est tout le temps le même partout sur la surface. Et d'après cette expression, le flux magnétique, donc le nombre de lignes de champ du champ magnétique qui traverse une surface, peut varier selon les paramètres suivants. Si le champ magnétique varie, si l'aire de la surface varie, ou encore si l'angle entre les deux varie. Donc, pour débuter notre étude de la prochaine section, c'est qu'on va regarder l'induction magnétique. Comment est-ce qu'on va réussir à induire une FEM dans un circuit? Je vais regarder, pour m'en convaincre, le circuit le plus stupide du monde. Où est-ce que j'ai 1 ampère-mètre, que j'ai juste plugué un fil dedans qui part dans la borne négative, va vers la borne positive. Fait que ça me fait juste une boucle de courant. J'ai même pas de source dans mon affaire. Mais si jamais, par un phénomène un peu étrange, j'arrivais à mettre un courant dans cette histoire-là, ça va l'afficher directement. Ça veut dire le courant que je fais passer dans ce fil. J'ai ici euh, une pile d'aimants extrêmement puissants. Des aimants en terre rare, tellement puissants en fait que j'ai essayé de les séparer ou d'en avoir juste un. C'était dur en tabarouette, fait que je les ai laissés stacker ensemble. Et je vais regarder ce qui se passe lorsque je vais approcher ou éloigner l'aimant de ma boucle ici. Fait que je vais premièrement le prendre et l'approcher. Constat. Alors que j'avais 0, lorsque j'ai approché mon affaire, c'est drôle, mon ampèremètre il a affiché un courant. Courant positif, ce qui veut dire qu'il circulait dans ce sens. Mon aimant, une fois qu'il est rendu là, courant 0, je vais maintenant le retirer. Pendant mon mouvement que je le retirais, j'ai observé un courant qui a décollé de 0, à nouveau, plus 0, négatif cette fois, voulant dire que le courant circulait maintenant en sens inverse. Refaisons-le pour s'en convaincre. Je retrouve encore une fois le même phénomène. Ce qui se passe, on a introduit la notion de flux magnétique. Lorsque j'approche l'aimant, le nombre de lignes de champ qui traversent la boucle, le flux magnétique au travers de cette boucle, va changer. Même chose quand je le retire. La variation va être en sens inverse. Si dans un premier cas, j'avais une augmentation du ligne de champ quand j'approchais l'aimant, au contraire, quand je le retire, j'ai une diminution. Jusqu'à là, ça semble pointer que lorsqu'on a une variation du flux à l'intérieur d'une boucle, il va y avoir un courant induit. Qu'est-ce qui induit un courant? Une différence de potentiel, une FEM. Donc, on va induire une FEM dans ce système par la variation du flux magnétique. Ici, variation du flux magnétique, je l'ai faite carrément en approchant ou en retirant un aimant, donc en changeant la grosseur du champ. C'est une première façon qu'on peut faire varier euh, le champ, le flux magnétique. C'est aussi le principe derrière les lampes de poche comme celle-ci.
Les lampes de poche, c'est que elle allume, puis si jamais elle devient faible, vous avez juste à la brasser, qui va revenir allumer. Présentement, elle envoie effectivement de la lumière. Si j'en démonte une semblable, je vais modifier un peu ici pour les biais de l'expérience. À l'intérieur de votre lampe de poche, vous avez des bobines de fil. Et à l'intérieur de ça, vous avez un aimant. Il y a aussi des petits aimants à l'intérieur ici pour pas que l'aimant principal puisse se sauver. Dans notre premier système, on avait un cas où c'est qu'on avait une seule boucle. Lorsque vous en avez plusieurs, quand vous avez une bobine de fil, ça a pour effet que la variation du flux magnétique au travers de la bobine de fil va être d'autant plus grande que vous avez de tours de fil. Si vous avez par exemple 500 tours de fil, vous allez avoir une variation 500 fois plus grande que si vous en avez un seul. Donc la majorité des systèmes dans lesquels on va étudier, on va avoir plus qu'un tour de fil, parce que ça nous permet d'avoir, pour une même variation géométrique, pour un même déplacement de l'aimant, une plus grande variation de la FEM. Ce qui se passe quand je viens brasser ma lampe de poche, l'aimant ici va venir traverser les bobines, donc il va se déplacer, et le nombre de lignes de champ va changer dans le temps. Et si je le fais se balader comme ça, quand vous la brassez, il va passer d'un endroit, à l'autre, comme ceci. Avec ce système-là, je vais quantifier la FEM qui est induite lorsque je vais faire brasser ceci. Pour ça, je vais utiliser un petit appareil comme ceci, où est-ce que je vais avoir une échelle avec des petites lumières qui s'allument. Je vais commencer avec une échelle de 10 volts. Donc, ça va commencer ici. Lorsque je vais commencer à avoir une différence de potentiel qui est mesurée, ça commence à allumer. Si jamais j'accote le 10 volts, elles vont toutes être allumées. Si jamais j'accote à 5, ça va arrêter au milieu. Ça va être proportionnel à la différence de potentiel que j'ai entre ces deux fils-là que je vais connecter aux deux ici. Donc, chacun des deux fils est connecté par l'intérieur à un bout de la bobine, l'autre bout de la bobine. Donc, on va mesurer la différence de potentiel entre les deux endroits. Si je viens faire mon branchement, je vais incliner ça pour qu'on voit mieux. Je pourrais me mettre de quoi en arrière. Je vais recycler l'ampèremètre. Voilà. Ne pas oublier de le mettre à on. Et on va observer ce qui se passe quand je vais faire bouger l'élément là-dedans. On observe que dans le temps que l'élément est en mouvement, les petites, lumières s'allument. Quand le mouvement est terminé, elles s'éteignent. Donc, je leur vire. Allume, éteint. Allume, éteint. Là, j'allais à côté dans le fond à 10 volts. Puis, mon affaire, je revirais assez vite, ce qui fait que l'aimant descendait dans les deux cas assez vite de l'autre côté. Si je le fais aller plus lentement, ça a allumé, mais pas jusqu'au bout. Refaisons-le dans l'autre sens. Il est passé un petit peu plus vite, ça allume un petit peu plus. Si je vais très lentement, ça n'a pas allumé sur l'échelle de 10 volts. Si je vais sur l'échelle de 5, voire. Et cette fois-ci, s'il va jusqu'au bout, c'est plutôt 5 volts, donc il va être 2 fois plus sensible. Ça n'a pas allumé fort, mais ça a allumé un petit peu. Deuxième constat. Non seulement on a une FEM qui est induite lorsqu'on a une variation du flux, mais de plus, la vitesse de la variation a de l'importance. Cette variation est rapide. Je vais le remettre sur l'échelle de 10 volts. Cette variation est rapide. On a une grosse FEM qui est induite. Si cette variation est plus lente, on en a une plus petite. Donc, dans ce système, encore comme avec mon ampèremètre au début, ma variation du flux magnétique venait du fait que j'avais une variation du champ magnétique lui-même. Quand l'aimant est proche, le champ est fort. Quand l'aimant est plus loin, le champ est plus faible. D'autres façons qu'on peut faire varier le flux magnétique, qui
passe au travers d'une boucle ou de plusieurs boucles, donc d'une bobine, à part la force du champ, va varier l'orientation de la bobine selon son angle. Ça va faire varier comment de ligne de champ va passer au travers. La ligne de champ le frappe de plein fouet, il y a plus de champ que si elle est inclinée par rapport à ses lignes. Et il y a il y a aussi l'air de la boucle qu'on peut faire varier. Ici, c'est un peu difficile à faire. C'est pourquoi ce deuxième facteur, malheureusement, je ne l'étudierai pas vraiment. Le troisième facteur, je ne l'étudierai pas vraiment. Une autre affaire, un autre modèle de lampe de poche qu'on peut se servir, c'est celui-ci. C'est qu'il y a une manivelle sur le côté. Ceci est modifié pour que, non pas quand je vais tourner ça, ça va s'allumer, mais plutôt je vais regarder, encore une fois que deux fils, la différence de potentiel qui est induite. Parce que je vais faire tourner mon affaire. Il y a un peu de spoiler le truc. Oui, il va y en avoir une qui est induite. Lorsque j'active la manivelle, j'ai à nouveau une FM qui est induite dans l'histoire. Si je fais tourner la manivelle rapidement, ça s'allume jusqu'au bout. Je vais laisser le temps de redescendre. Si, oh, ça s'est touché. Si je vais rapidement, ça va s'allumer pas mal jusqu'au bout. Si maintenant j'y vais plus lentement, ça s'allume, mais pas autant. Fait que si je fais tourner la manivelle lentement, je vais avoir une variation plus lente du flux magnétique. C'est pourquoi on a cette variation-là. Quand on fait tourner la manivelle ici, à l'intérieur, on a des bobines et ça les fait tourner sur elles-mêmes. Donc, à travers le temps, on a un angle qui va varier. Si l'angle varie dans le temps, le flux magnétique va varier dans le temps. C'est d'ailleurs le même principe qu'on utilise avec la production d'électricité. Donc, tous nos modes de production d'électricité, sauf le solaire, qu'on se parle d'énergie éolienne, d'hydroélectricité, d'énergie au charbon, au diesel, nucléaire, tous ces moyens-là sont basés sur le principe suivant. Et comme avec la lampe de poche de tout à l'heure, on va avoir des bobines ici. Tantôt, quand je fais tourner la manivelle, ça a pour effet de faire tourner les bobines. Ici, je vais avoir le petit axe dans lequel je vais faire tourner ça. Fait que ça va avoir pour effet de faire tourner les bobines. J'ai ensuite, sur le côté de mon histoire, encore des aimants en terre rare. Fait que, ici, quand je vous disais qu'ils étaient puissants, eux autres sont brisés. À cause de l'attraction entre eux, ils sont arrivés tellement forts l'un sur l'autre qu'ils se sont fracassés. C'est fort, puis pas à peu près. Fait que dans notre système, grosso modo, on va avoir un champ magnétique qui va unir ces deux aimants-là. Par exemple, si c'est mon pôle nord que j'ai de ce côté-là, ici j'ai un pôle sud ici, je vais avoir un champ magnétique qui va aller grosso modo selon cette orientation. Et donc, selon comment est-ce que mes bobines sont placées, je vais avoir un flux magnétique au travers d'elles qui va changer. Ici, le champ magnétique rentre de plein fouet dans les bobines, donc je vais avoir un très grand flux. C'est qu'à l'autre cas extrême, quand ils sont comme ça, le champ magnétique est parallèle au plan des boucles, donc il n'y en a pas qui passent au travers, flux nul. Au travers du temps, on va avoir une alternance. On va avoir un petit flux, grand, petit, zéro, petit, grand, petit, zéro, etc. Grande variation dans le temps, variation aussi qui alterne de sens. Ça, c'est important tantôt. Quand je vais comme ça, j'ai une diminution du flux, augmentation, diminution, augmentation, diminution, etc. Fait que, pour l'instant, si on se concentre sur la grosseur de la FM, ce que je vais tenter de faire, à l'aide du même appareil que j'utilisais tout à l'heure, je vais tenter de venir la mesurer. Donc, si j'arrive et je fais tourner les boucles ici, je vais essayer d'y aller le plus vite que je peux, on voit les premières ampoules s'allumer. Ce qui veut dire que je réussis, tant bien que mal, à induire une petite FM, donc un petit courant, dans cette histoire-là. Et tous les modes de production d'énergie, sauf le solaire, encore une fois, sont toutes basés là-dessus. Ce qui diffère d'une à l'autre, c'est
comment est-ce qu'on fait tourner nos bobines? Ou, de manière équivalente, comment est-ce qu'on peut faire tourner un système d'aimant? C'est le même effet. Donc, on se concentre sur faire tourner les bobines. Si vous avez une éolienne, ben, ils sont carrément. Il y a les pales qui tournent, donc ça va faire tourner un système de bobines dans un champ magnétique, donc créer un courant de par la rotation des pales. Si vous avez une centrale hydroélectrique, c'est l'eau qui vient passer dans les turbines qui applique ce mouvement de rotation, et donc qui va venir faire tourner ça. Si vous avez des centrales au charbon, au diesel ou des centrales nucléaires, ces trois-là, même principe toutes les trois, on prend l'énergie soit de la combustion du charbon ou du diesel, ou encore l'énergie dégagée par la réaction nucléaire, pour les faire bouillir de l'eau à bout, à créer de la vapeur. Et c'est la vapeur qui va venir s'engouffrer et faire tourner notre ensemble de bobines. C'est tout le même principe, c'est tout basé sur l'induction magnétique. Comme ça, pour réduire un effet induit, pour créer un courant. Ensuite, avec ce qui change, qu'on se disait que quand on est comme ça, présentement, on a un gros flux petit, zéro, petit, grand. Et donc, quand je tournais comme ça, j'avais une diminution, je tends vers zéro. Augmentation, je suis en train de devenir grand. Diminution, augmentation. Donc, le signe de la variation change. Si je suis en train de diminuer, j'ai une variation négative. Si je suis en train d'augmenter, j'ai une variation positive. Et donc, rigoureusement, ce type de mécanisme-là, par lequel on crée l'électricité, crée un courant qui, de temps en temps, va aller d'un bord, de l'autre, d'un bord, de l'autre. Parce que si on change le signe, si on change le signe de la variation de flux, on change le signe de la FEM, et donc de quel bord que nos charges vont avoir tendance à se diriger. On change le signe de la différence de potentiel. Fait que ça crée par défaut un courant qu'on qualifie d'alternatif. Ce que vous avez dans vos prises électriques, c'est un courant alternatif qui change périodiquement de bord en bord. C'est un courant qui fonctionne sur qui est seté pour être du 60 Hz, donc qui alterne de sens 60 fois par seconde. Dans les appareils, on a besoin de le redresser, de le changer en un courant continu afin de pouvoir l'utiliser. Ici, une manière qu'on avait faite, qu'on l'avait changé en courant continu, c'est une manière de faire, c'est que synchronisé avec l'alternance ici, due à la rotation des bobines, on a aussi une alternance des contacts. Fait que si le courant passait par un contact, se ramassait là, et qu'on avait un contact qui ça été relié par cette petite affaire-là, même chose, ça c'était relié par cette petite patte-là. Et ici, on a le tour du cercle qui est séparé en deux parties distinctes, avec ici, vous voyez la démarcation entre les deux. Synchronisé avec la rotation de ça, ça va venir changer de quel côté où c'est qu'il y a les contacts. Donc, ça va venir canceller la variation du sens du courant. Tandis bien que le courant que je récolte ici, lui, est continu. Il garde toujours la même orientation. Il va varier un petit peu d'intensité, mais toujours la même orientation. Donc, pour expliquer l'apparition d'un courant et d'une FM induite quand on va avoir une variation du flux, comme ce qu'on a vu dans les démonstrations, on va se ramener à un cas, c'est qu'on va avoir un aimant. Un aimant va émettre un champ magnétique. Ici, je me suis concentré sur le champ du côté du pôle nord. Fait il sort du pôle nord, viendrait rentrer dans le pôle sud. Fait que toutes ces affaires-là feraient des boucles fermées pour les rejoindre ensuite le pôle sud de l'aimant. Mais ici, je vais me concentrer juste sur ce qui se passe du côté du pôle nord. Donc, j'ai des lignes de champ qui sont orientées vers l'extérieur de l'aimant. Je vais ensuite considérer une boucle faite d'un matériau conducteur, donc qui va pouvoir bien laisser passer un courant. Et je vais regarder la variation du flux qui va passer dans l'air à l'intérieur. C'est une boucle circulaire, mais que je vais voir un peu vue de dessus. Donc, ici, on va avoir là une espèce de verre. Et je vais regarder c'est quoi qui se passe au niveau des lignes de champ au début. Supposons, je vais partir dans un premier cas où est-ce que j'ai peu de lignes de champ qui traversent la boucle. Station initiale, l'aimant est au repos, la boucle est au repos. Ensuite, supposons je bouge la boucle ou l'aimant, bref, je rapproche un des deux de l'autre. Ce que j'observe, à l'intérieur de la boucle, le nombre de lignes de champ augmente lorsqu'elle est en mouvement. Et mettons que j'arrête de bouger, tant qu'il n'y a plus de mouvement, le nombre de lignes de champ reste stable. Il a arrêté d'augmenter. Si je le reprends, je suis parti ici avec un petit nombre de lignes de champ. J'ai une augmentation du nombre de lignes de champ et il redevient constant à nouveau dans le temps une fois que je cesse le mouvement.
Le système, si vous essayez de lui imposer une variation, il va s'y opposer. Fait que si on part ici avec un faible champ vers le bas, et que en bougeant la boucle, j'amène une augmentation, le champ vers le bas devient de plus en plus fort à mesure que mon mouvement se poursuit, la boucle va tenter de s'y opposer. Si le champ vers le bas devient de plus en plus fort, elle va créer un champ magnétique induit à l'intérieur d'elle, il va viser à contrecarrer cette augmentation. Fait que si le champ vers le bas est de plus en plus fort, elle va créer un champ magnétique vers le haut, à l'intérieur d'elle-même. Pour ce faire, règle la main droite, pour créer un champ magnétique à l'intérieur d'elle-même qui va vers le haut, on a besoin de faire un courant qui va tourner, vu là-dessus, comme ça. Donc, il va y avoir un courant induit qui va être dans le sens, si je la regardais vue de dessus, entière de la boucle, qui viendrait tourner comme ça. Donc, ça, c'est mon affaire. À l'inverse, si la position de départ de la boucle était celle-ci, et que je l'éloignais de l'aimant, au début, elle avait un fort champ vers le bas, et dans le mouvement, le champ vers le bas devient de moins en moins fort. Encore une fois, la boucle, vous tentez de s'opposer à cette variation. Si, dans l'éloignement, le champ est de moins en moins fort, elle va, elle, créer un champ vers le bas aussi pour tenter de le garder pas pire fort, malgré le fait que j'éloigne la boucle. Champ induit, cette fois-ci dans l'autre direction. Et avec la main droite, pour voir qu'est-ce que ça nous prend pour faire un champ dans cette direction-là, ça va faire que ça va tourner dans le sens inverse. Et si tout à l'heure, on avait un courant qui tournait comme ceci, donc un courant qui tourne dans l'autre sens. Comme ça, ici, sur la boucle. Fait que ça, c'était avec un pôle nord. Même principe, si jamais on s'intéresse plutôt à ce qui se passe du côté du pôle sud de l'aimant. Le pôle sud, le champ rentre, va vers le pôle. Même exercice. Situation initiale, c'est que j'ai un faible champ ici vers le haut. Quand je rapproche, le champ vers le haut devient de plus en plus fort. Donc, dans le mouvement, la boucle tente de contrecarrer ceci en mettant un champ vers le bas. Et pour réussir à créer un champ vers le bas, règle la main droite, on a besoin de faire d'induire un courant dans elle-même qui va tourner dans ce sens. Si à l'inverse, je l'abaisse, que je pars d'un fort champ vers le haut qui diminue, elle va tenter de garder le champ fort comme il était. Donc, un courant qui, cette fois-ci, va tourner dans l'autre sens, tourner dans ce sens-ci. Chose importante à remarquer, le champ magnétique et donc le courant induit, pour avoir moins de papier à manipuler, je vais me concentrer sur le champ, n'apparaît que lors du mouvement. Quand la boucle est immobile au début, pas de champ induit, pas de courant. Lors de la mise en mouvement, le champ magnétique apparaît, champ magnétique induit, et lorsque la boucle est à nouveau au repos, il disparaît à nouveau. Même chose pour le courant. Fait ici, pas de courant induit. Mise en mouvement, courant dans la boucle. Le mouvement cesse, le courant disparaît.